Vous avez 22 ans, c'est ça? Non, je vais les avoir. C'est dans 2 mois. Et vous avez arrêté vos études très tôt pour rentrer dans la vie active? C'est bien ça, Hélène? Oui, enfin, c'était pas tellement pour rentrer dans la vie active. C'était parce que j'avais rencontré quelqu'un. C'était pour être avec lui que j'ai arrêté, mais puis que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents. Et alors dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus, enfin sur l'occasion. C'était un besoin de liberté? Ben, de liberté, je sais pas. C'était surtout pour coucher avec lui. Vous voyez, parce que quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie, ça commençait le jour où on fait l'amour, qu'avant ça, on n'est rien. Alors, le premier qui s'est présenté et qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui. Pour qu'on soit que tous les deux et pour que ma vie commence. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Mais vous ne vous entendiez pas avec ce garçon? Ben... Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien commencé? Ben parce que c'est toujours comme ça. Avec moi, ça commence mal et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez, les papiers collants qui attirent les mouches en spirale, ben c'est moi tout craché. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté, je me fais toujours avoir. Faut croire qu'il y a des gens comme ça qui font aspirateur pour soulager un peu les autres. Je tombe jamais sur le bon numéro. Tout ce que j'essaie, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en lâcherie. Vous expliquez ça comment, Hélène? Ah bah la poisse, ça s'explique pas. C'est comme l'oreille musicale, vous voyez. On l'a ou on l'a pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Avec lequel? Avec le premier, celui avec qui vous êtes parti. Ça n'a pas été jusqu'au bout? Si, ça a été tout au bout. Mais vous avez été déçue? Ben non. Au contraire, ça m'a beaucoup plu, sinon je ne serais pas là. Enfin bon, sauf que la première fois, on n'était pas très à l'aise. Oui. Les premières fois, c'est jamais très facile. Et puis, vous étiez peut-être pas très à l'aise parce que vous étiez très jeunes tous les deux. Ben non, c'est parce qu'on était au lavabo d'une station de service. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas très pratique. Non. Bon. C'est pas pratique, surtout sur les autoroutes. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop. Parce que je pensais que les histoires d'amour, ça se passait au bord de la mer. Mais le stop, c'était pas une bonne idée. Remarquez, si on fait le compte, les bonnes idées, j'en ai pas eu. Et puis c'est toujours pareil avec moi. Je m'emballe très vite. Je réfléchis pas, c'est ça mon défaut. Heureusement que quelqu'un m'a ramassé parce que sinon je crois que j'aurais été capable de me jeter sous un camion ou sous autre chose. Qui vous a ramassé? Ben, je peux pas vous dire son nom parce que c'était un homme marié, un psychologue d'ailleurs. Il a bien vu, il a bien senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Alors il s'est mis en 4 pour me remonter le moral. D'ailleurs, il s'est tellement mis en 4 que j'ai cru que j'étais à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était une appendicite.
Enfin, coup de bol, façon de parler, parce que on peut pas dire que j'ai eu énormément de bol avec l'anesthésiste. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'anesthésiste? Bon, il était gentil et il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde, mais on n'est pas allé plus loin que Limoges. C'est marrant, hein, comme les gens peuvent avoir l'air raides amoureux sans l'être. Ça doit être un truc facile à imiter. Et il m'a dit que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau, sauf que le Cointreau, ça a dû lui passer assez vite parce qu'il est parti téléphoner. Ok. Ah, je sais pas, il n'est jamais revenu. On était dans un restaurant, je savais pas qu'il y avait une porte par derrière. Je l'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron habitait juste au-dessus, ça sentait un peu la friture. Il avait les mains douces et calmes. Les mains, c'est traître, hein, ça peut vous faire croire n'importe quoi. C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Enfin, que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Et hôtesse d'accueil, ça consiste en quoi? Ben, au début, surtout à accueillir. À être souriante avec tout le monde. Mais vous savez ce que c'est, les sourires, ça donne vite des idées. Et puis à Limoges, il y a tellement d'hommes seuls. Vous ne pouvez pas imaginer. On se rend pas tellement compte vu de l'extérieur. Le juge me l'a dit, hein, c'est un des coins de France où il y a le plus de dépressifs. C'est vous dire. Mais quel juge, Adèle? Ben, le juge qui s'est occupé de moi, quand ils ont fermé le restaurant, justement à cause des hôtesses d'accueil, lui aussi il était dépressif. Mais c'est pareil, hein, il ne s'est pas occupé très longtemps de moi. Dans une chambre d'hôtel, à peine un quart d'heure, sans rideau, ni télé, ni oreiller. Enfin, il n'avait pas un mauvais fond, hein. Parce que quand il a vu mes yeux rougis de larmes, il m'a donné son mouchoir, et puis il est parti. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y en a qui sont faits pour vivre en rigolant, mais moi j'ai jamais passé un seul jour sans me faire avoir. Et comment voyez-vous votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais petite, je me disais que j'avais qu'une seule idée, je voulais grandir. Que ça aille plus vite. Mais maintenant, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. À devenir vieille? Je sais plus. Ce qu'il y a devant moi, c'est comme une grande salle d'attente avec des bancs, des courants d'air, des grandes vitres. Il y a des gens derrière qui ont l'air pressés, qui vont prendre des trains, des taxis, qui ont quelque part où aller, quelqu'un qui les attend, quelqu'un à retrouver. Et moi, je suis assise là, ils ne me voient pas, et j'attends. Et vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose. Ça va? Monsieur, monsieur, ceci est indigne, ceci est odieux, ceci est infâme. Quelqu'un de votre peuple, savez-vous ça, don Alphonse, vient de mutiler le nom de votre femme,
gravé au-dessus de mes armoiries de famille, sur la façade de votre propre palais. La chose s'est faite en plein jour, publiquement. Par qui? Je l'ignore. Mais cela est bien injurieux et bien téméraire. On a fait de mon nom un écriteau d'ignominie. Et votre populace de Ferrare, qui est bien la populace la plus infâme de l'Italie, est là, qui ricane autour de mon blason comme autour d'un pilori. Est-ce que vous pensez, Don Alphonse, que je m'accommode de cela? Que je ne préférerais pas mieux mourir en une fois d'un coup de poignard qu'en 1000 fois de la piqûre envenimée, du sarcasme et du colibet? Par Dieu, monsieur, on me traite étrangement dans votre seigneurie de Ferrare. Et ceci commence à me lasser. Je vous trouve trop gracieux, trop tranquille, pendant qu'on traîne dans les ruisseaux de votre ville. La renommée de votre femme déchiquetée à belles dents par l'injure et la calomnie. Il me faut une réparation éclatante de ceci, je vous préviens, monsieur le duc. Préparez-vous à faire justice. Très bien. Bravo, merci, vraiment, très bien, super. Elisabeth, c'est quoi ça? Que caches-tu sous ta main? Montre-moi! C'est la photo de ton petit garçon que tu avais déchiré. Nous devons en parler. Raconte-moi, Elisabeth, raconte-moi. Alors je vais le faire. C'était un soir de fête, n'est-ce pas? L'ambiance était agitée. À l'aube, quelqu'un t'a dit: tu as tout ce que tu désires, comme femme et comme artiste, mais il te manque la maternité. Ha! Tu as ri! Ça t'a semblé ridicule. Mais après, tu n'as pas arrêté d'y penser. Tu étais de plus en plus inquiète. Tu as laissé ton mari te faire un enfant. Tu voulais être mère. Mais quand c'est devenu réalité, tu as eu peur. Peur de la responsabilité. Peur d'être enchaînée. Peur de devoir quitter le théâtre. Peur de la douleur. Peur de la mort. Peur de ton ventre qui enflait. Pourtant, tu jouais ton rôle. Le rôle d'une jeune femme heureuse. Tout le monde disait: ah, elle est superbe, elle n'a jamais été aussi belle. Plusieurs fois, tu as essayé de te débarrasser du fœtus. Mais tu as échoué. Quand c'est devenu irréversible, tu as commencé à haïr le bébé. À espérer qu'il meure, tu voulais un enfant mort-né. Tu voulais que ton enfant meure! Elisabeth, c'est quoi ça? Que caches-tu sous ta main? Montre-moi. C'est la photo de ton petit garçon que tu avais déchiré. Nous devons en parler. Raconte-moi, Elisabeth. Alors, je le ferai. C'était un soir de fête, n'est-ce pas? Il était tard, l'ambiance était agitée. À l'aube, quelqu'un t'a dit. Elisabeth, tu as tout ce qu'on peut désirer, comme femme et comme artiste, mais il te manque la maternité. Tu as ri. Ça t'a paru ridicule. Mais après, tu n'as pas arrêté d'y penser. Tu étais de plus en plus inquiète. Tu as laissé ton mari te faire un enfant. Tu voulais être mère. Quand c'est devenu une réalité, tu as eu peur. Peur de la responsabilité.
Peur d'être enchaîné. Peur de devoir quitter le théâtre. Peur de la douleur, peur de la mort, peur de ton corps qui enflait. Pourtant, tu jouais ton rôle. Le rôle d'une future mère. Jeune et heureuse. Tout le monde disait. Elle est superbe, elle n'a jamais été aussi belle. Plusieurs fois, tu as essayé de te débarrasser du fœtus, mais tu as échoué. Quand c'est devenu irréversible, tu t'es mise à haïr le bébé et à espérer qu'il soit mort-né. Tu voulais que ton bébé meure. Tu voulais un bébé mort-né. Très bien, merci, merci. Merci. C'est très bien.